Alors, je vais présenter notre intervenant David Méran, qui vient de Paris, qui a émigré en 2013, qui est gestionnaire de portefeuille à Rothschild Tel Aviv. Il a été diplômé de la Sorbonne, de l'ENAS, et il a un master en gestion qu'il a obtenu à Créteil. David ? Bonjour à tous. Bon, je suis peut-être le plus jeune ici, ou pas loin en tout cas. Je vais essayer de me recentrer un petit peu après l'intervention de Steve, qui était vraiment très intéressante. Me recentrer un petit peu sur la question de réussir en Israël, parce que Watergen, c'est l'exemple, mais à l'échelle qui est déjà bien avancée. Et pour ma part, donc, effectivement, je me suis installé en Israël en 2013. Et c'est quelque part la concrétisation d'un rêve. Donc, je parle pour moi et je parle certainement au nom de certaines personnes qui sont ici déjà présentes et qui ont peut-être dans leur entourage des gens qui s'apprêtent à venir à s'installer en Israël dans les années à venir, dans les mois à venir. Et c'est quelque chose d'important d'avoir. On a tous cette question-là, comment on va faire, qu'est-ce qui va nous permettre un jour de réussir, si oui, en Israël, et pas de faire le chemin retour, comme malheureusement on peut aussi l'entendre. Pour ma part, c'est vrai que bon, j'ai reçu une éducation sioniste, etc., mais c'est pas tant le propos de savoir d'où est-ce qu'on vient, mais c'est de savoir avec quoi on vient et qu'est-ce qu'on en fait. Et la question, c'est que quand on vient en Israël, je pense qu'avant tout, il faut déjà supprimer tous les a priori qu'on peut avoir, parce que arriver ici en Israël dans un environnement tout à fait différent, pour certains qui vont arriver à l'âge de faire leurs études, leur service militaire, etc. Moi, j'ai pas eu cette chance-là, pour diverses raisons. J'ai mes frères qui l'ont fait, qui sont arrivés après moi, qui sont arrivés plus jeunes. Et donc, je vois aussi l'importance de peut-être venir un peu plus tôt quand on a la possibilité de le faire, parce que c'est quelque part se donner les chances plus facilement d'accéder à certains domaines en Israël, à rentrer vraiment dans le milieu israélien de professionnels, des études, etc., pour acquérir la langue qui, quelque part, est très différente, qu'on aime tous, mais qui est très différente. Voilà, donc c'est cette expérience-là que je souhaiterais partager avec vous, d'encourager déjà, d'une part, les jeunes à venir ici. Moi, dans mon expérience, j'avais idée en tête de venir et de pouvoir continuer ce que je faisais en France, donc c'était toujours dans le même domaine. J'ai eu cette chance-là, que je mesure aujourd'hui, qui n'est pas aujourd'hui donnée à tout le monde, de pouvoir continuer dans son propre domaine. On n'a qu'à peut-être en parler entre nous avec les gens qui viennent du domaine médical, qui ont rencontré des difficultés pour pouvoir s'intégrer dans leur et faire reconnaître leur diplôme. Et je pense qu'aujourd'hui, s'adresser à tous ces jeunes-là qui souhaitent venir s'installer en Israël, ça fait partie du début de la réussite. Parce qu'en fait, on ne peut que réussir quand on est en Israël. Je veux dire, quand on se met les moyens et quand on fait les bons choix. Hier, j'ai entendu une phrase qui disait, voilà, quelle est la différence entre l'homme sage et l'homme intelligent ? L'homme intelligent va savoir résoudre des problèmes et l'homme sage va savoir les éviter. Alors quand on arrive en Israël, c'est pas qu'on veut éviter les problèmes, c'est qu'il va falloir se confronter avec une réalité qui est très différente de ce qu'on a pu connaître par notre passé, par notre expérience première en France ou ailleurs, et il va falloir s'adapter. Et on est quand même le peuple de l'adaptation. Alors on arrive à créer de l'eau minérale avec de l'air, on arrive à créer, à recycler de l'eau avec l'eau de la mer, on arrive à créer des technologies. Donc l'adaptation, elle est perpétuelle en nous, et c'est ce qu'on doit toujours chercher à véhiculer et à s'inspirer autour de nous. Moi, j'ai mon petit frère qui vient de terminer ses études au Technion. Il pense toujours à une chose, c'est ouvrir sa certif. Je dis, mais pourquoi forcément la recherche ? C'est comme ça. C'est-à-dire, on est motivé par la recherche, on est motivé par apporter sa pierre à l'édifice dans le projet qu'est Israël, parce qu'en fait, ça reste un projet. On a un pays qui a à peine 70 ans et à peine, voilà, donc on cherche à apporter sa pierre, à contribuer au bien de tous. Et voilà, chacun dans sa part des choses. C'est pour moi, je veux dire, quand même, voilà, le point que j'avais à souligner pour vous aujourd'hui. Si on parle de mon domaine qui s'attache plutôt à l'investissement, si on recentre un peu la question, aujourd'hui, il y a cette possibilité en Israël qu'offrent les banques
et différentes sociétés de gestion de pouvoir investir ces capitaux en Israël, à la fois sur les marchés israéliens, vers des ouvertures vers les startups, etc., mais aussi sur les marchés étrangers. Il faut savoir que la moitié des grandes startups israéliennes sont cotées maintenant au Nasdaq, donc ça aussi c'est une possibilité de pouvoir bénéficier, c'est plus des startups, hein, mais anciennement des startups, donc on peut toujours bénéficier de ce cadre-là pour pouvoir s'attacher à ces technologies. Dans l'aspect des choses, aujourd'hui, quand vous êtes israélien, je parle pour les nouveaux immigrants, d'un point de vue fiscal, vous avez des avantages fiscaux à investir en Israël, vous avez comme on appelle ça, des ptors, on va dire des exemptions de taxes pendant 10 ans, voire 20 ans sur certains produits bancaires que vous pouvez vous proposer vos banques. Et ça, c'est vraiment des points très importants, très concrets. C'est pour pas forcément la question que tout le monde se pose, je veux dire, c'est une réalité qui peut se poser, mais je veux dire, moi, dans mon métier, je rencontre beaucoup de clients qui disent oui, voilà, mais je préfère comme avoir mes fonds en Europe, pourquoi en Israël, quel est l'avantage, etc. Je pense que déjà avoir, d'un point de vue conceptuel, son argent qui est présent dans le pays où on vit, ça fait partie de la logique des choses. On n'est pas forcément, voilà, la tâche en Israël doit être non pas que présentielle ou spirituelle ou émotionnelle, elle doit être aussi présente physiquement et d'avoir les moyens aujourd'hui de pouvoir contribuer à l'économie locale. Et quand on est investisseur en Israël, on contribue à l'économie locale. Si on passe par des banques, si on passe par de la levée de fonds pour le domaine des startups, etc., on est là, on est présent. Donc, aujourd'hui, quand vous avez cette possibilité d'avoir vos fonds en Israël, je pense que c'est une logique. Toutes les banques aujourd'hui en Israël peuvent vous proposer de conserver, de les avoir en euros, en dollars, en shekels et d'entre deux devises, chose qui n'est pas le cas en Europe. Aujourd'hui, en France, vous voulez ouvrir un compte en shekels, on vous regarde et on vous dit non, c'est pas possible. En dollars, c'est très compliqué, c'est même pas aussi simple qu'on peut l'imaginer. Et pourtant, le dollar, c'est une des premières devises mondiales. Donc, il y a une souplesse en Israël qui existe par le passé, par comment le système bancaire est constitué. On n'a pas de... Je pense que M. Guggenheim pourra ici le dire, on n'a pas de grande crise majeure bancaire en Israël. On a des organes de contrôle qui fonctionnent parfaitement bien et voire même au-delà de certaines possibilités qu'on a à l'étranger. Donc le cadre se présente et s'apprête justement à pouvoir permettre aux clients d'être tout à fait rassurés par rapport à la solidité des banques. Voilà. Après, il faut choisir le bon interlocuteur, de se faire accompagner. Il y a de plus en plus de francophones dans toutes les différentes banques. Amir en a été un témoin et puis même acteur, pas que témoin. Donc, moi-même aussi, j'ai passé quelques années à travers la banque Apoalim. Donc aujourd'hui, il y a quand même un réseau et un tissu d'entrepreneurs, de personnes qui sont dans le milieu de la finance, qui ont de l'expérience aussi de l'étranger et qui peuvent attester que les marchés israéliens, ou en tout cas l'activité d'investissement à travers les marchés financiers en Israël, est parfaitement contrôlée et s'apprête effectivement à tout type de bourse, de patrimoine pour aujourd'hui prospérer et continuer son investissement en Israël. Donc voilà, c'était ma petite intervention. Puis je vous souhaite à tous une bonne réussite et Shana Tova. Merci David Méran. Est-ce que vous avez une question pour David Méran ou pour la Banque Rothschild ou pour rehausser vos finances? Et j'ai bien aimé votre approche, David, parce qu'en fait, j'ai noté, et puis j'ai noté aussi d'autres choses, en fait, que en fait, Israël, c'est un projet en soi. Vous avez dit quelque chose qui se rapproche de ça. Et effectivement, je trouve que de venir en Israël avec une vision et une posture différente, en fait, de passer de qu'est-ce que je vais pouvoir tirer du pays, de la terre, et qu'est-ce que ça va m'apporter, mais de venir avec la vision et la posture de Israël, c'est un projet en soi, et comment je peux y contribuer individuellement et puis collectivement. Je crois que en fait, le secret de la réussite, il est là, en fait. donc vraiment merci, parce que ça fait résonner des choses magnifiques à vous, en moi. parce que vous avez pointé quelque chose d'important. C'est notre réciprocité par rapport au pays. Qu'est-ce qu'on apporte? Et on est en plus dans la paracha de Netavim qui parle justement de tout ce qui est fructueux, des fruits. Quels sont les fruits qu'on peut apporter? Voilà.
et qu'on peut faire notre contribution. Notre contribution. Magnifique. Voilà, ça change tout. Alors, monsieur, déplacez-vous là, parce que le micro est... on est en panne de micro, ils sont en train de le régulariser. 1, 2, 1, 2. Merci David pour cet entretien. Mais la question, c'est, vous participez à des investissements en émergence, en développement. Souvent, les Olim Hadashim arrivent avec des projets du style en émergence, avec une bonne idée de créer, pourquoi pas une start-up, mais même au moins une entreprise un peu innovante. Et donc, est-ce que votre activité correspond à cela, ou est-ce que vous attendez que ce soit comme Watergen, d'abord une société en développement pour investir comme certains fonds le font ici. Et puis, il y a une deuxième question sous-jacente, c'est que, et qui est un peu pas sur ce panel, c'est que, par exemple, beaucoup de Juifs de France font leur alia et repartent. Et après, ils reviennent, et puis ils découvrent qu'ils n'ont plus les droits sont partis, les 10 ans d'exemption de taxes, c'est fini ou c'est bientôt fini, alors qu'ils commencent à peine à être mûrs pour pouvoir investir en Israël et démarrer. Donc il y a un vrai problème récurrent de pouvoir aider les Olim de France à faire un truc qui est très simple. On comptabilise les droits, le type est parti au bout d'1 an, il revient après 8 ans, il veut vraiment s'établir, et là, actuellement, on lui dit non, mais attends, t'es venu il y a 9 ans, t'as plus qu'un an de droit, et puis après, maintenant, tu veux monter ta boîte, etc., on va te taxer à mort. Hein. Donc ça, c'est le vrai problème. Et en fait, on n'arrive pas à trouver cette solution. Et chaque fois qu'on en parle avec Misra Lakita, ils disent, écoutez, moi j'ai fait ce que j'ai pu, mais vraiment, vous savez, le ministère des Transports, pour vous, vous avez à refaire le permis. Attendez, mais j'ai pas besoin de le faire le permis, puisque j'ai un permis international. Et c'est incroyable. Le Misra Lakita est complètement impuissant. Ils font ce qu'ils peuvent. Ils sont gentils. J'ai remarqué qu'ils ont 1% du budget de l'État d'Israël, même pas 0,1%, excusez-moi. Et les gouvernements se succèdent. Et tout le monde dit oui, c'est important l'ALIA, mais l'ALIA des Juifs de France, on s'en moque. Il y a les Ukrainiens qui arrivent en masse. Vous savez pas ce que vous voulez faire. Excusez-moi, ça fait combien de temps que vous êtes en Israël, monsieur ? Eh bien, écoutez, c'est exactement un cas qui me concerne. J'ai fait une ALIA en 2014. J'ai dû repartir pour gérer mes affaires. Et je suis revenu en 2021. Et on m'a dit, écoute, non, tu es venu depuis 2014. Alors, heureusement que vous n'êtes pas venu en 2003. Oui. Ou en 86. Avant de vous intervenir, je vais juste vous rectifier, monsieur. Je pense que vous avez négligé une question importante, c'est la question du timing. Imaginez dans un couple que le partenaire s'absente, qu'il va, je ne sais pas, dans un pays étranger, et qu'il veuille revenir 4 ou 5 ans plus tard et trouver son épouse ou sa partenaire à la même place. Je suis désolée, c'est une question de timing. Quand on immigre en Israël, c'est ici et maintenant. On ne peut pas revenir dans 9 ans et exiger les mêmes droits. Ça peut arriver. Ok, attendez, un instant. Je suis psychanalyste, alors je fais l'analyse qui m'est proche et je suis dans le sous-titre, on va dire. 2 secondes. Non, mais justement... Désolé, on est venu ici parce qu'on pense qu'il y a des solutions. Mais justement, on a fait que ça depuis ce matin. Parce qu'on pense que, par exemple, le docteur Tiki, qui est décédé, il a dû se battre pour avoir l'équivalence de dentiste. Arrêtons de faire... Mais monsieur, je n'ai pas d'équivalence et pourtant je suis psychanalyste et je fais un colloque. Ça fait 2 ans et demi que je suis là et je me plains pas. J'ai publié un livre de poésie en hébreu et en français. J'ai créé la Biennale avec 18 artistes français à Jérusalem et j'organise ce colloque et j'ai participé à un autre colloque à Tel Aviv. Donc vous voyez, j'ai pas obtenu d'équivalence avec mes 2 doctorats. Qu'importe, je fais des choses parce que tout dépend de la détermination que vous avez quand vous venez dans ce pays. Merci pour ces précisions. Je voudrais tout simplement dire quelque chose d'essentiel. C'est que lorsqu'on vient dans un pays, il y a des règles, et il y a des lois, et il faut y adhérer. Et ça, c'est essentiel. Et pour beaucoup de Olim Hadashim, parce que je vois que vous utilisez le mot immigration, et bien sûr, il y a une intention, mais là, déjà d'emblée, la terminologie m'interpelle, parce que lorsqu'il y a une alia, bien sûr, c'est comme vous évoquez la Parashat Hashavua, donc c'est la alia à la Torah, et donc cette alia, elle est
intellectuelles et les religieuses, tout le monde ne fait pas ce genre de aliyah. Vous avez, vous, choisi aujourd'hui d'employer le mot immigration, donc hagira. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la aliyah, qu'elle soit hagira ou aliyah, il y a des règles dans le pays qu'il faut respecter. Et c'est ça la difficulté du Olé Hadash, c'est que vous avez évoqué les comptes en banque, chacun est un cas. C'est-à-dire que chacun vient avec son regard, sa loi, et qu'il se l'approprie et qu'il veut l'imposer au pays dans lequel il a choisi de vivre. Et ça, c'est juste impossible. Et les gens ne l'entendent pas. Croyez-moi, les gens ne l'entendent pas. Et à un moment donné, alors, ils vont là où ils veulent bien. Mais bien évidemment que c'est comme une plante. Ou bien comme la langue hébraïque avec ses shorashim, il y a des racines, il faut s'enraciner, il faut se positionner, il faut avoir... j'évoque toujours 3 symboliques, excusez-moi si j'aborde un peu et je monopolise, c'est que dans la religion, vous avez la Hamida, la Kavana et Halacha. Ces 3 éléments sont essentiels pour positionner l'être humain là où il se trouve. Et pour qu'il puisse réussir, il faut qu'il y ait un projet de vie. Or, ici, on vit en Israël, mais on a nos enfants là-bas, on a notre compte en banque là-bas. Je sais, c'est pas évident. Nous le vivons tous, chacun avec son expérience. Mais je dis encore une fois, il faut être à l'écoute du pays dans lequel on vit. Et la première des règles, c'est de respecter la loi et d'apprendre la langue. Merci. Et vous avez prononcé 3 fois le mot de vie, et la paracha de Nitavim nous suggère de choisir la vie à l'encontre de la mort. Oui, il y a le... J'évoquerai justement un passage du Talmud qui dit, et qui est très révélateur, d'où l'importance de la vie, vaut mieux être un chien vivant qu'un lion mort. Ok, donc je vais donner la parole à Amir Weitman. Prenez un micro, s'il vous plaît. Amir Weitman, qui a immigré de Genève en 1998, qui a obtenu une licence en relations internationales à Genève, puis une maîtrise à l'Université de Jérusalem. Il a travaillé à la Banque Poalim. Ça va très bien. Et aujourd'hui, il est gérant de portefeuille et il est aussi gérant de fonds à capital risque. C'est à vous. Bonjour à tous. Merci Vanessa pour la conférence. Alors, je ne sais pas si les gens savent ce que c'est du capital risque en français. En anglais, ça s'appelle du venture capital. En hybride, du hon sikun. En fait, c'est du capital qui est utilisé pour permettre à des sociétés, des startups, c'est-à-dire des sociétés à un stade initial de leur existence, de croître. Okay, tout simplement parce qu'une société, de manière générale, une fois qu'il y a des entrepreneurs, ils viennent, ils veulent la faire grandir, ils ont besoin simplement de capital, évidemment, pour la faire grandir. Et dans un premier temps, en général, ce capital, on ne va pas le chercher à la banque, on ne prend pas des prêts, on va prendre des investisseurs qui vont en fait acheter une partie de la société. Avec ce capital, on va faire croître la société et faire transformer de petites sociétés en grandes sociétés. Voilà, ça c'est le principe. Et le capital risque, c'est justement faire partie, c'est donner aux sociétés ce capital qui leur permettra de croître. Voilà, ça c'est simplement pour que vous ayez un petit peu un contexte, vous compreniez de quoi on parle. Bien. Alors, moi, d'abord, j'ai travaillé presque 7 ans à la Banque Poalim, voilà, jusqu'à côté, entre autres. On était collègues, en fait, je ne le savais pas, mais on était collègues pendant quelques mois, en tout cas. Et puis, en 2017, j'ai un ami d'enfance de Genève qui m'a appelé un jour et qui m'a dit, écoute, Amir, voilà, il a bien réussi dans la vie, écoute, Amir, viens, quitte la Banque Poalim, viens, on va faire du business. On va investir dans les startups israéliennes. Alors, on a... à l'origine, on a investi son capital et puis ensuite on a fait venir le capital de ce qu'on appelle friends and family, c'est-à-dire les amis, la famille, des gens un petit peu autour de nous. Et puis doucement, le business a grandi. Et puis on a lancé un fonds cette année.
on a lancé avec une trentaine de millions de dollars et on espère, Bezrat Hashem, voilà, que ce fonds va continuer à croître. Qu'est-ce qu'on fait et en quoi est-ce que c'est lié avec le thème de notre colloque d'aujourd'hui, donc réussir en Israël? Alors d'abord, dans notre première itération, c'est-à-dire à partir du moment où on a commencé d'abord à travailler juste avec notre capital, et comme je le disais, un petit peu du capital de gens un petit peu autour de nous, on a investi dans 14 sociétés qui sont des sociétés toutes fascinantes, et c'est ça qui est extraordinaire en Israël. C'est de voir en fait le génie juif, parce que c'est de ça qu'il s'agit, hein, le génie juif et israélien qui a un jaillissement extraordinaire d'innovation, de créativité, qui est sans aucune mesure avec ce qui se passe en fait n'importe où ailleurs dans le monde. Et permettez-moi de vous donner quelques chiffres pour vous donner simplement un petit peu, un feeling pour vous permettre de comprendre un petit peu quelle est la différence entre Israël et le reste du monde en fait. Et la France, ou la Suisse, et les États-Unis, etc. Alors, l'année dernière, bon, c'était évidemment une année record, mais il y a presque 26 milliards de dollars qui ont été investis dans les startups en Israël. Pour la première moitié de cette année, jusqu'en juillet, on est arrivé à peu près à 9,8, si je ne me trompe pas. Donc, ce n'est pas les mêmes chiffres que ce que vous avez donné, parce que vous avez donné des chiffres qui ne concernent pas seulement les startups. D'accord ? Moi, je parle simplement du monde du venture capital, du capital risque. D'accord ? Quand on compare ces chiffres avec la France, avec la Suisse, avec les États-Unis, etc., en Suisse, par exemple, l'année dernière, où je l'ai mentionné, il y a eu environ 26 milliards de dollars qui ont été investis en Israël, dans le domaine. En Suisse, qui est moi je viens de Suisse, c'est un endroit successful, et même du point de vue du venture capital, c'est un endroit qui marche bien relativement, eh bien il y a environ 3 milliards de dollars qui ont été investis. Qu'on représente, donc en Israël, il y a la même population entre la Suisse et l'Israël, donc en Israël, il y a environ 9 fois plus d'argent qui a été investi dans le domaine par rapport à la Suisse. Mais la Suisse, c'est encore un pays qui marche bien. En France, c'est encore plus que ça. Le différentiel entre la Suisse et la France, il est environ 20 fois per capita, donc par rapport à la population, il est environ 20 fois. Quand on regarde, pas simplement l'argent qui sort, mais l'argent qui rentre, pardon, mais l'argent aussi qui sort, c'est-à-dire qu'est-ce qui devient cet argent, on se rend compte qu'il y a en Israël aujourd'hui environ 5,2 licornes, c'est-à-dire une licorne, c'est le nom qui a été choisi pour parler de sociétés qui valent au moins 1 milliard de dollars, donc de sociétés technologiques. D'accord ? Il y a donc une société comme Watergen. D'ailleurs, pour la petite histoire, il y a quelques années, j'avais fait un call avec des banquiers d'affaires qui voulaient me proposer Watergen. J'ai dit, c'est fort intéressant, mais quel est le prix ? Ils m'ont dit 1,5 milliard. J'ai dit, bon, vous êtes gentil, mais c'est déjà plus pour moi. C'était il y a pas 5 ans, mais c'était il y a quelques années, ouais. Je pense. Voilà. Donc, combien de sociétés comme Watergen il y en a ? Alors, il y en a en Israël 5,2 par million d'habitants. Vous faites le calcul. On est à peu près à 50 sociétés comme ça maintenant. Et ça, c'est après la baisse dans les marchés. Hein. Il y en avait plus il y a quelques mois. Aux États-Unis, qui est la superpuissance mondiale, n'est-ce pas, dans le domaine de la technologie, combien est-ce que vous croyez qu'il y a de licornes par habitant ? Eh bien, il y en a une. C'est-à-dire, il y a environ 300 aux États-Unis par rapport à plus d'une cinquantaine en Israël. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que per capita, par rapport à la population, Israël a plus que 5 fois plus de licornes que les États-Unis. Ok ? En deuxième place, donc Israël est de très très loin numéro 1 mondial. En deuxième place, les États-Unis sont troisième. En deuxième place, il y a Singapour qui a 1,8, donc un tiers d'Israël. Donc en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que Israël est très très loin devant. Maintenant, si je veux aller un peu plus loin, en quatrième place, je crois qu'il y a le Canada. En cinquième, sixième, septième place, on arrive déjà à l'Angleterre. Et l'Angleterre a un très beau écosystème de capital risque, mais en Angleterre, il y a environ 0,335, si je me souviens par mémoire, licornes par habitant. C'est-à-dire peut-être 15 fois moins qu'en Israël. La France,
La France, n'est-ce pas? La France, ils en est à 0,16. Donc, on est à peu près en Israël 30 fois plus de licornes par habitant que la France. Donc, la France, c'est un pays sous-développé par rapport à Israël. C'est pas un pays loin, c'est sous-développé. C'est ça la réalité. L'Allemagne, la même chose. L'Allemagne et la France sont au même niveau. Les deux sont complètement sous-développés. On n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur. On est même pas, Israël est plus qu'un ordre de grandeur supérieur que ces pays comme la France, l'Angleterre, l'Allemagne, qui sont des pays parfaitement respectables. Mais ils sont très, 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 très loin d'Israël pour tout ce qui touche à l'innovation. On n'est pas du tout dans la même ligue. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, ce que je vous ai dit, c'est déjà impressionnant, mais ça ne recouvre pas la réalité. La réalité est encore beaucoup plus impressionnante. Pourquoi? Parce que quand on commence à rentrer un petit peu plus profondément dans les chiffres, on se rend compte que, par exemple, aux États-Unis, 55% des licornes américaines sont des licornes qui ont été fondées en Amérique, mais pas par des Américains. Et quel est, à votre avis, le pays aux États-Unis, pas les fondateurs de licornes aux États-Unis, qui est en tête, qui a le plus grand nombre de fondateurs qui sont aux États-Unis? Non, c'est pas Israël, c'est l'Inde. Parce que l'Inde, c'est 1,3 milliard. Mais quel est le deuxième pays juste après l'Inde? Israël. Donc, quand on rajoute les fondateurs israéliens aux États-Unis, alors là, on n'est plus du tout au même niveau, parce que quand on compare per capita les fondateurs étrangers aux États-Unis, les Israéliens sont de loin en tête, avec un ordre de grandeur d'avantage par rapport à tous les autres. De nouveau, plus que 10 fois plus. C'est-à-dire que les Israéliens sont les premiers, je crois que les deuxièmes sont les Néo-Zélandais, ou je ne sais plus qui, mais ils sont 10 fois moins que les Israéliens. Alors c'est déjà... Donc en réalité, quand on rajoute maintenant les entrepreneurs israéliens en Israël, les entrepreneurs israéliens à l'étranger, alors on est encore beaucoup plus que ce que je vous disais avant. C'est tout. Non, c'est pas tout, c'est pas fini, parce que ce que je vous ai dit aux États-Unis, c'est la même chose en Angleterre. Une société comme Rapid, par exemple, qui est une société anglaise, mais c'est pas du tout une société anglaise, c'est une société qui est à Londres, c'est une société israélienne. Vous pouvez continuer ça à plusieurs endroits. Bon, donc on se rend compte qu'en fait, il y a probablement 15%, ou 10 à 12, 13, 15% de toutes les licornes de la planète qui ont été créées par des Israéliens. Il y a combien d'Israéliens? Pas beaucoup. Bien, ça j'ai pas encore compté les Juifs. Là, je compte juste les Israéliens, parce que si je rajoute les Juifs, Facebook, Mark Zuckerberg, Google, Brin. D'ailleurs, Brin, c'est, par la petite histoire, c'est le nom de jeune fille de mon arrière-grand-mère. Voilà. Donc ils viennent du même patelin, Brno, ce qu'aujourd'hui ce qu'on appelle en République tchèque. Mais précisez que vous ne travaillez pas pour l'agence juive. Ah non. Mais ce que je dis simplement, c'est que j'ai fait le calcul, je peux me tromper à quelques pourcents, mais je pense qu'environ un quart, un peu plus, un peu moins, je ne sais pas, parce que c'est difficile de calculer, mais je pense qu'un quart, peut-être même plus qu'un quart de toute l'innovation technologique du monde est le fait de juifs. Voilà, ça c'est pour qu'on se fasse un petit peu du plaisir. Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est de l'autosatisfaction, mais on a le droit de s'autosatisfaire parce que, voilà, on est exceptionnel. Ça, c'est la vérité. Donc, on est exceptionnel de manière générale dans le monde entier. Voilà, c'est les Juifs. Mais en Eretz Israël, on est encore plus exceptionnel. C'est ça qui est incroyable. Parce que dans les endroits, et là, vous allez m'excuser, monsieur Guggenheim, qu'est-ce qui marche en Israël? Qu'est-ce qui marche en Israël? C'est la tech, c'est ça qui marche. Si on veut, moi je suis aussi un collègue doublement, n'est-ce pas, de mon cher collègue. Je suis aussi gérant de portefeuille. Donc, comme je l'ai dit, je travaille à la Banque Apolli, mais je suis aussi Menel Ashkot, donc je gère aussi des portefeuilles. Je l'ai fait dans le passé. Aujourd'hui, c'est purement épisodique. Mais pour être tout à fait franc, voilà, venant de Suisse, je peux vous dire qu'en tant que métier des gérants de portefeuille, est-ce que c'est vraiment Israël qui est l'endroit le plus intéressant au monde? Non. Par exemple, les Juifs, traditionnellement, le métier qui était un de nos métiers traditionnels les plus forts, c'était la banque, c'était la finance, n'est-ce pas? Et vous allez aujourd'hui à New York, la plupart des grands financiers, encore aujourd'hui, sont des Juifs. Vous venez en Israël, des grands financiers, vous en connaissez? Non, parce qu'il n'y en a pas. Pourquoi il n'y en a pas? À cause, entre autres,
essentiellement à cause de la régulation israélienne qui a fait tout son possible pour anéantir la finance israélienne, la banque israélienne, c'est un cauchemar. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle je suis parti, parce que c'est simplement insupportable. Toute personne qui a eu un contact avec une banque israélienne sait à quel point c'est insupportable. C'est vraiment insupportable. Et ça, c'est le fait de l'État et du mindset, l'état d'esprit socialiste, enfin c'est insupportable, paternaliste, qui fait que voilà, l'État doit tout contrôler, et donc le résultat c'est qu'il y a des règles à chaque centimètre, on ne peut pas bouger, on ne peut pas respirer. Et par exemple, puisque voilà, je suis un ex de la Banque Hapoalim, mais mon collègue aussi, la Banque Hapoalim, il n'y a pas encore si longtemps, était une banque qui, même du point de vue international, était une banque réussie. Je veux dire, il y avait Banque Hapoalim Suisse qui gérait, je crois, à son maximum environ 12 milliards de dollars. C'était la 20e ou la 25e banque la plus grande de Suisse. C'était un bon business. Ben, on a réussi à la détruire. Fantastique. Quelle réussite extraordinaire de la banque israélienne et de la relation. On a anéanti la Banque Hapoalim à l'étranger, pas seulement la Banque Hapoalim en Suisse. Il n'y a plus de banque israélienne à l'étranger, quasiment. Voilà, ça, c'est un échec colossal. Ça, c'est le fruit, si vous voulez, de l'intervention étatique et du socialisme à l'israélienne. Mais, alors, qu'est-ce qui marche dans ce pays? C'est justement là où l'État ne met pas ses pattes. Voilà. Et où est-ce que l'État ne met pas ses pattes? C'est dans le high-tech. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le temps, il n'arrive pas, ça marche trop vite. C'est pas qu'il ne veut pas, il n'y arrive pas. Voilà, ça c'est ce qui nous a sauvés. Et donc, le résultat, si vous voulez, de ça, c'est qu'on a un espace de liberté extraordinaire qui fait qu'on fait ce qu'on veut. Et donc là, forcément, quand les Juifs on les laisse faire ce qu'ils veulent, ben, ils sont de loin les meilleurs du monde. Et donc, où est-ce qu'il y a un véritable intérêt à investir et à travailler en Israël? Eh ben, c'est des sociétés comme Watergen, c'est des sociétés dans lesquelles moi j'ai investi, et puis dans des sociétés et puis encore beaucoup de milliers de sociétés de ce genre, dans tous les domaines, parce que c'est ça qui est extraordinaire. C'est que le high-tech israélien, il y a encore 15 ans, où est-ce qu'on était très très fort? Ben, j'en sais rien, c'était dans les semi-conducteurs, c'était même, encore maintenant on parle beaucoup, j'en sais rien, de la cyber-security, des choses comme ça. C'est fantastique, certes, mais c'est dans tous les domaines. Nous, on a investi par exemple dans des domaines extraordinaires, dans le food-tech, l'agri-tech, c'est-à-dire les technologies qui touchent à la nourriture, une société d'ailleurs dont le CEO est un Français d'origine, Didier Toubia, une société qui s'appelle Aleph Farm, extraordinaire, qui fait croître en laboratoire de la viande. Donc on a de la vraie viande, d'ailleurs c'est extraordinaire parce que c'est parvé, glat, kasher, les méandrines, parvé, c'est de la viande. Ah non, mais ça c'est le changement radical de tout le monde de la cache-route, c'est que bientôt, d'ailleurs, on a investi dans une sauce... Hein? Ah non, c'est pas virtuel, c'est de la viande. Non, parce qu'on la mange, elle est végétale, on la mange. Non, c'est pas végétal. Ah oui? Ah non, c'est de la viande, c'est génétiquement, je sais pas comment dire, biologiquement, hein? Transformé. Non. Voilà. Et on a investi dans 2 sociétés dans le domaine. Une, c'est Aleph Farms, donc c'est de la vraie viande, c'est pas du... de la pretend viande. Non, c'est de la viande, c'est de la vraie viande, vous pouvez manger, c'est un steak. Il va y avoir, ça va être sur le marché d'ailleurs en Israël, Bezrat Hashem, l'année prochaine. Et je me suis très excité parce que le 7 novembre, il y a la première dégustation, je vais enfin pouvoir en manger, mais c'est de la viande. On a investi dans une autre société qui s'appelle Remilk, qui, elle, fait en fait une copie génétique du lait. Donc c'est du lait, je suis très fier, je suis la première personne au monde qui a fait une bracha là-dessus, c'est extraordinaire, je témoigne, j'en ai pris, j'en ai mangé, j'en ai consommé, c'est chez Akol, c'est du lait, mais c'est du lait parvé, mais du vrai lait, c'est-à-dire j'ai mangé de la glace, c'est comme une glace au lait, c'est extraordinaire, c'est bon, c'est au soja? C'est au soja? Non, c'est du lait, c'est pas du soja, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Ça vient pas de source animale. Encore c'est pas halavi, c'est parvé. Donc c'est ça qui est extraordinaire, si vous voulez. Alors pour ceux qui aiment bien la théologie et tout, moi je suis un grand fan. Si vous avez lu le livre du Rav Kook, ou si vous avez appris ce livre qui s'appelle Chazon HaTzimchonut VeHaShalom, la vision comment est-ce qu'on dit du végétarisme et de la paix, ben, il parle de ça. Alors il ne savait pas évidemment que ça allait venir par la technologie, mais je peux vous dire que notre génération a le privilège, Mamash, c'est même pas notre génération, c'est maintenant, et moi en tant qu'investisseur, je vous dis pas comme je suis content et je suis fier de moi, on a le privilège de transformer
cette vision du Rav Kook en réalité, et à travers la technologie israélienne. C'est exceptionnel. Et ça, si vous voulez, ça c'est 2 exemples que je vous donnais, mais je pourrais vous faire toute une conférence. Je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails parce qu'on n'en sortira pas, j'en ai pour 1 heure. Mais en quelques secondes encore, ça c'est 2 domaines dans le monde, ça c'est 2 sociétés dans le monde du food-tech, dans le domaine de l'agriculture, puisqu'on parle de choses de faire en sorte que le monde de demain soit un monde qui soit plus propre, etc. On a investi dans des sociétés extraordinaires, vraiment extraordinaires, qui permettent de rendre beaucoup plus efficace, efficiente tout le processus de production de fruits et de légumes. Parce qu'il faut savoir que 45% des fruits et légumes aujourd'hui, entre l'agriculteur et votre assiette, notre assiette, ces fruits et légumes vont à la poubelle. Et là, on a investi dans une société qui s'appelle Clary Fruit, qui a trouvé un système en fait de QC, de Quality Control, c'est-à-dire de contrôle de qualité des fruits, qui permet en fait de faire baisser ce chiffre de 45 à je ne sais pas combien, mais de manière significative. Chaque pourcent est très significatif. Là, on parle de quelques pourcents. C'est extrêmement important. Ça, c'est des exemples. Il y a des exemples dans le domaine. Alors moi, j'ai investi il y a quelques années, on avait investi dans une société qui, entre-temps, est une société publique, qui s'appelle Innoviz, qui fait des LiDAR. Et c'est une société extraordinaire, alors qui s'est fait un peu massacrer en bourse, mais maintenant qui recommence à monter parce qu'elle vient de signer 2 énormes contrats. C'est le seul, enfin, ça ne marche pas pour l'instant, le prix est à 5,50, mais ça va marcher. Pourquoi? Parce qu'ils viennent de signer un accord de 4,4 milliards de dollars avec Volkswagen. Voilà, je vois que ils travaillent en commun avec vous. Dans le job précédent, j'ai investi dans cette. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est une boîte fantastique. Et d'ailleurs, par ailleurs, demain, il y a un event très intéressant auquel je vais aller. C'est la société au monde, parce qu'il n'y en a pas 36, c'est eux qui vont permettre demain aux sociétés, aux voitures de devenir autonomes. C'est une révolution incroyable. Enfin, ça, c'est des exemples, je peux vous en donner de nombreux. Par exemple, je connais votre collègue dans Nanodrop, c'est une société que j'ai regardée. Alors, je crois que c'est un peu trop tôt pour nous, mais c'est fantastique, Nanodrop. Je suis repassé. Hein, oui, ça, c'est quelque chose, je pense que ça vaudrait la peine de dire quelques mots. Bien sûr. Alors, évidemment, je ne suis pas le fondateur principal. Le fondateur principal, c'est le Dr David Smadja, le professeur Zalewski et encore d'autres professeurs qui permettent, avec un simple flash, de créer un pattern, donc une forme sur l'œil qui n'est pas invasive, et avec des gouttes avec des nanoparticules qui peuvent corriger la réfraction. En gros, je vous la fais très simple. Si vous êtes myope, vous avez -3 ou -4, il y aura un système qui se met sur les yeux comme ça. Vous appuyez un clic, vous mettez 2 gouttes, et ça va corriger votre réfraction entre 1 mois et 3 mois. Voilà, ça c'est extraordinaire. C'est ça qui est extraordinaire. Ça, c'est le génie, le génie dont tu parlais. C'est exactement ça. Et ça, je pense que c'est ça qui est extraordinaire en Israël. Alors pour le coup, Nanodrops, on la regarde de près parce qu'on va la suivre pour l'avenir. C'est un peu tôt pour nous, mais on va la suivre jusqu'au jour où Bezrat Hashem, on va peut-être investir dedans. Parce qu'on aime bien aussi le côté médical. Il y a des choses extraordinaires qui se font dans ce pays. Aussi, on a le sentiment, moi j'ai investi dans 5 sociétés de medical device, c'est-à-dire d'équipements médicaux, où on voit des choses extraordinaires. Alors je participe à sauver des vies du cancer, à sauver des vies dans tout un tas de domaines. Donc c'est extraordinaire. On a le sentiment qu'on fait quelque chose avec son argent qui a une signification au-delà du fait qu'on veut gagner de l'argent. On veut gagner de l'argent, c'est normal, c'est bien. Mais en plus, on a l'impression qu'on peut gagner de l'argent en faisant du casino, et on peut faire gagner de l'argent en changeant le monde. Et là, une société comme Watergen, une société comme Nanodrop ou d'autres sociétés sont des sociétés qui changent le monde et qui le font de notre monde un monde meilleur. Et moi, je pense, et je le dis, je suis fier, je suis heureux, je suis satisfait que ma parnassa, que mon travail, c'est un travail qui, déjà, alors là pour le coup, on n'est pas du tout dans le même ordre de risque, par exemple, qu'un travail comme le tien. Voilà, parce qu'un gérant de portefeuille, son travail, il ne cherche pas à gagner 30% ou 35% annualisé, de multiplier l'argent du client par 5. Ça peut arriver occasionnellement, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout comme ça que marchent les marchés financiers. Dans mon travail, moi, mes clients, je veux qu'ils aient 30-35% de revenus annuels. C'est énorme. Évidemment, il y a no free lunch, il n'y a pas de en aruchot chinam, je ne sais pas comment on dit ça en français. Il n'y a rien de gratuit. Il n'y a rien de gratuit, voilà, mais c'est incroyable que cette expression, elle existe déjà en ivrite et en anglais, mais pas en français. Demandez-vous pourquoi.
Mais c'est une question de mentalité. Le downside, c'est ce que je dis. Tu gagnes 30 fois plus sur ton investissement. Sur le capital risque, c'est aussi ça. Bah, Il y a du risque. C'est exactement ce que je disais. Il y a pas. Oui, mais pour venir au réussir en Israël, c'est l'un des triggers. C'est ça qui bouge. C'est ça qui permet justement d'intégrer beaucoup plus de monde qui viennent de France ou de pays francophones ou peu importe du monde entier dans les startups parce qu'ils viennent avec une certaine expérience et ils peuvent s'intégrer et ils peuvent ouvrir des marchés pour les startups dans lesquelles tu investis. C'est aussi ça le réussir en Israël. Parce que tu as des petits jeunes qui ils vont venir en Israël, ils sont ingénieurs, alors magnifique, c'est ingénieurs, ils vont rentrer dans le système israélien très rapidement, ils ont leur langue à eux. Mais pour tout le reste, qui constitue à mon avis 80% ou 90% des gens qui viennent en Israël, et ces gens-là, là, c'est un peu plus compliqué. Là, on fait face à quelque chose de... alors, je ne parle pas hébreu. Je n'ai pas forcément fait l'armée. Je parle un anglais approximatif que je vais devoir utiliser si je veux rentrer dans le domaine du high-tech. Et il y a tous ces facteurs-là d'intégration dont tu parlais, David, et dont tu parlais aussi, Amir. Dans le sens, il y a l'armée qui va te permettre de rentrer et de comprendre la mentalité israélienne. Pas tout le monde ne peut faire l'armée. Et donc, il y a d'autres choses où on met sa petite personne de côté, et on fait quelque chose, et on rajoute de la valeur à Israël. On ne vient pas prendre d'Israël, mais on rajoute de la valeur au pays en donnant quelque chose au pays. Alors, on peut faire du volontariat, il y a des tonnes d'applications, il y a des tonnes de choses. Et il y a aussi, grâce au fonds de capital risque des VC, qui, eux, permettent de justement, là, tu parlais de Chokhma Yehudit, l'intelligence juive. C'est grâce à ton travail et à tes fonds, tu vas permettre justement de mettre le premier pas à ces gens-là, la première pousse, et après eux ils vont grandir. Exactement. Et retourner sur ces investissements. Et moi je pense, alors bon, d'abord simplement c'est évident qu'on ne peut pas réussir si on ne parle pas hébreu en Israël, et si on veut travailler dans le high-tech on doit parler anglais aussi. Ça, je veux dire, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont, puis si quelqu'un n'est pas capable, ça va être très compliqué, hein. Ça, il faut quand même dire les choses. Mais ceci étant, dans un espace de liberté économique, ok, à partir du moment où on n'embête pas les gens et on les laisse travailler, on voit que les entrepreneurs israéliens et les entrepreneurs en Israël sont les meilleurs du monde. Et je pense, c'est vrai pour nous tous qui sommes ici, mais c'est vrai pour tous des jeunes, parce que souvent c'est des jeunes qui arrivent, ils ont 25 ans, 30 ans, 35 ans, ils arrivent et ils ont des capacités, ils ont du drive, ils ont une envie, ils veulent faire quelque chose. Ben ici, c'est probablement l'endroit le meilleur au monde, je pense, certainement dans la région de Tel Aviv, pour développer des sociétés. Parce qu'il y a du capital, il y a énormément de capital, comme j'essaie de vous l'expliquer. Et il y a un écosystème qui dépasse le capital. Il y a des gens il y a des mentors, il y a tout l'écosystème qui va autour, en fait, qui fait qu'on peut ici créer des sociétés et réussir. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les sociétés qu'on va créer vont réussir. Voilà, j'ai dans la salle, il y a Benjamin Lashkar avec lequel on avait créé ensemble une société quand c'était en 2004, 2003. Et on s'est planté, c'est pas grave. Mais c'est ça qui est bien en Israël, c'est que, par exemple, en Europe, quand on lance une société et qu'on se plante, c'est la honte. Mais non, au contraire, en Israël, quand on lance une société et que ça rate, c'est très bien, fais-en une deuxième. Ça veut dire que tu as envie de le faire. Donc, il ne faut pas se laisser tenir en arrière parce qu'on a fait des échecs. Ça, c'est aussi la chutzpah israélienne, mais c'est bien. C'est le fait de se dire, on essaye. Et puis, si ça marche, c'est très bien. Si ça ne marche pas, c'est pas grave. Il faut essayer encore. Donc, il faut se pousser, il faut avancer. Je pense qu'Israël est un pays extraordinaire pour réussir dans les domaines où l'État n'empêche pas les gens de réussir. Mais Bezrat Hashem, ces domaines sont aussi en expansion. Et voilà, je ne vais pas être plus long. Merci, et en Amir. espérant qu'on va réussir, tous ensemble. Merci. Un instant. Je veux remercier Amir Weitman pour cet optimisme, parce qu'il a vraiment dressé un état des lieux avant-gardiste d'Israël. Et il nous a bien démontré qu'on est dans le bon endroit, Hamakom. Et dans le glissement de Hamakom, je pense aussi à Mekor. Mekor, en hébreu, c'est un des prénoms de Dieu, et qui veut dire la source, un des 72 noms de Dieu. Voilà. Il y a peut-être encore 2-3 questions. S'il y a des questions dans la salle. L'écart entre les plus et l'écart entre les moins. Qu'est-ce qu'on fait de tous les gens qui, le soir,
ils dorment sous les ponts, qui dorment dans les cages d'escalier, dans les immeubles, qui n'ont pas de quoi manger, qui font les poubelles tous les soirs. Tout à fait. Donc, comment est-ce qu'on aide les pauvres? non, mais comment ça se fait que l'écart est si grand? Comment ça se fait? Parce que il y a tout un tas de raisons. On peut donner une conférence entière, mais disons, d'abord, voilà, Hachem a fait un monde comme ça, qu'il y a des gens qui ont des capacités, il y en a d'autres qui n'en ont pas. Notre devoir à nous, en tant que juifs, et en tout cas certainement ceux qui ont des capacités, qui ont des moyens, d'ailleurs ce n'est pas seulement le devoir de ceux qui ont des moyens, c'est le devoir de tout un chacun, même ceux qui n'ont pas de moyens, c'est d'aider les autres. C'est notre devoir, financièrement, mais le chesed, c'est pas seulement financier. Par exemple, aider quelqu'un, c'est aussi faire du chesed, même si on ne lui donne pas de l'argent. D'accord? Donc il y a 36 manières d'aider les gens. Nous, on doit faire du chesed. Mais voilà, le monde est fait comme ça, qu'il y a des gens qui ont plus de capacité, il y a des gens qui ont moins de capacité. D'une part, d'autre part, il y a aussi une frange de la population en Israël, c'est quand même assez extrême, ça n'existe à ce stade, dans ce niveau, ça n'existe en fait nulle part ailleurs au monde, qui s'est mis les khatrila dans une position où voilà, ils ont aucun, où ils n'acquièrent pas, où ils ne veulent pas acquérir ce qu'on appelle en français, en anglais les skills, c'est-à-dire les capacités, je sais pas comment dire en français, les skills, hein? Les compétences, voilà, les compétences qui vont leur permettre de gagner leur vie. Hein, c'est les Haredim pour ne pas les mentionner. Donc, ils ont décidé, ils ont pris une décision comme ça. Alors, c'est leur droit, mais évidemment, il faut l'assumer, ce choix, n'est-ce pas? Donc, on ne peut pas ne pas... Excusez-moi, je ne peux pas vous laisser dire ça. Excusez-moi, je ne peux pas vous laisser dire ça. À un moment donné, je crois pas que... Je m'excuse. Non, attendez, je ne vais pas parler, même pas parler des religieux. Mais ce n'est pas le propos du colloque. Non, mais j'ai une question à poser justement par rapport à ça. Une seconde, je suis en train de répondre à la dame, c'est mal poli. C'est dans le même sens que ce que dit la dame, justement. C'est mal poli ce que vous venez de faire, vous êtes en train d'interrompre. Je suis en train de répondre à la dame. Bien. La réponse, vous me posez une question qui est un vrai problème. Ok? Le problème, donc la réponse à ce problème, elle est une réponse double. Donc d'une part, il y a des gens qui n'ont pas les capacités, donc eux, il faut les aider, mais il y a d'autres personnes qui, pour des raisons de choix idéologiques, se sont mis dans une situation comme ça. Ces gens-là, il faut aussi les aider, mais l'aide, elle doit prendre une autre forme. C'est une aide, c'est simplement, vous savez, ce qu'on dit toujours, c'est que la liberté, le côté pile de la liberté, c'est la responsabilité. Donc, si quelqu'un n'a pas envie d'être responsable, c'est ça. Il peut pas mettre sa responsabilité sur quelqu'un d'autre. Voilà. Donc ça, c'est parce que souvent les personnes qui sont comme ça sont des personnes comme ça. Mais non, vous ne pouvez pas répondre parce qu'on n'est pas dans un dialogue maintenant. Il y a des questions et des réponses. On doit finir dans 2 semaines. Non. Je vais juste, s'il vous plaît, je suis modératrice, j'ai un tout petit mot. Votre question est légitime, mais elle est hors sujet. Laissez-moi finir. Je vais développer des homeless. Il y en a partout, même aux États-Unis. Ok ? Et c'est une des raisons pour lesquelles aux États-Unis, il y a un slogan très précis qui s'intitule « Keep going ». Les gens qui sortent des rails, c'est une réalité. Et moi, je les ai eus sur mon divan. Donc, je sais qu'ils existent. Maintenant... Sa réponse est aussi une très belle réponse. Il vous a parlé du chesed. Des gens qui sont dans des investissements de Startech, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'ils distribuent comme tzedaka. Donc, il y a quelque chose qui circule. Et je ne veux pas qu'il y ait de taches noires dans ce colloque, parce que c'est comme venir au Festival de Cannes et parler du tiers-monde. Okay, donc ici, on va essayer de se focaliser. Et là, je vais donner la parole à 1 ou 2 questions. Ensuite, on va déjeuner. Parce qu'on a un timing. À 14h, il y a l'ambassadeur de France qui vient pour parler. Et ensuite, on a la table ronde des femmes. Okay, donc il y a 2 questions. Je donne la parole à 2 questions. Il y a la jeune femme là qui est là. Une jeune femme. Absolument. Je me présente, Nina Meyer. Je remercie beaucoup Vanessa. Je suis venue en Israël il y a 10 ans et mon parcours, merci mon Dieu, j'aurais jamais pu avoir ce parcours en Rousselarès, en France, peu importe. Quand j'ai commencé à venir, je rebondis sur la question. Venir en Israël, ça se prépare. On ne vient pas comme ça en Israël, comme si on venait dans un autre endroit du monde. Ça se prépare psychologiquement et il faut s'en donner les moyens, en connaissance de cause. Quand je suis venue... j'ai décidé que j'allais avoir un parcours d'étudier à mon âge. Chose que je n'ai pas fait, ce même genre d'études ailleurs. Je suis thérapeute, je viens d'avoir ma maîtrise. Et Baruch Hashem,
Il faut s'en donner les moyens, que ce soit physique et que tous les autres moyens, il faut s'en donner. Il faut vouloir réussir en Israël, quel que soit le domaine. On ne vient pas en Israël pour se reposer, pour se détendre. Voilà. J'en dirai pas plus. Venir en Israël, c'est un choix. C'est un choix. La majorité des personnes qui se trouvent sur ce flyer sont des personnes brillantes. Vous venez de nous le démontrer. Seulement, Israël, c'est aussi un pays à deux vitesses. Il y a une dame qui a soulevé une question. Moi, j'ai 3 enfants. Il y en a un qui vit aux États-Unis et qui a fait sa vie là-bas. J'en ai 2 qui travaillent dans la high-tech, justement. Mais je m'occupe d'une association qui s'appelle Dor Hadash et qui fait monter des Olim Hadashim qui n'ont pas de moyens. Donc aujourd'hui, ils ont la volonté de monter en Israël, mais ils n'en ont pas les capacités. Ça veut dire que même s'ils veulent aujourd'hui travailler, apprendre la langue, à un moment donné, il y a quand même de la difficulté. Ils ne fréquentent pas les services sociaux, loin de là. Mais j'ai des ingénieurs aujourd'hui qui travaillent dans des usines pour pouvoir se nourrir. Il y en a une qui vient d'avoir son équivalence, elle est ingénieure chimiste. Elle est roumaine. Alors, quelle est la question? La question, c'est aujourd'hui, vous qui venez de nous démontrer qu'on peut réussir en Israël, mais quand on a la langue, quand on a un diplôme, quand on a des moyens, quand on n'a pas tout ça, comment on réussit en Israël? Non, alors... Non, on n'a pas dit ça d'abord. Alors, c'est pas du tout ce qu'on on a a dit, certainement donc il pas dit essayer ça. d'éviter. Et je vous invite à rester toute la journée parce que la table ronde de 16 heures va répondre tout à fait à votre question puisque le directeur de Qualitas sera présent. Alors, la réponse est très simple. D'abord, il ne faut pas de nous mettre des mots dans la bouche. C'est pas du tout ce qu'on a dit, d'accord. J'ai parlé de la langue. Alors oui, la langue, si on ne parle pas hébreu et anglais en Israël, spécifiquement dans le monde du high-tech, on ne peut pas réussir. C'est comme ça. De la même manière que si on va vivre en Finlande et qu'on ne parle pas le finlandais et qu'on ne parle pas l'anglais, on ne peut pas non plus réussir. Voilà. Ça n'a rien à voir avec Israël. C'est vrai dans tous les pays du monde et c'est vrai pour tous les immigrants du monde. Mais la lingua franca de la high-tech, c'est l'anglais. On ne peut pas réussir dans le monde entier, nulle part dans le monde. Mais cette dame a un point. Quoi? Il n'y a pas que la high-tech aussi. Ah non, mais d'accord. Il y a toutes les industries. Mais évidemment, c'est plus dur de s'intégrer lorsqu'on ne parle pas en hébreu. C'est plus dur. Mais ça va demander des efforts. Vrai. Après, et je suis sûr que les gens qui sont sur cette scène, ils ne viennent pas tous d'un milieu aisé et aussi facile. Et ils ont dû se taper sur le chemin pour réussir à le faire. Maintenant, si on parle d'un jeune, ça dépend de quelle audience on parle. Évidemment que c'est compliqué. Ça se prépare aujourd'hui, une alia. C'est pas simple. Parce que, avant, lorsque les Français venaient, ils avaient le pouvoir de dire moi j'ai de l'euro, je coûte 4,5 ou 5,2 en shekel, je suis fort. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Maintenant, c'est un choix. Il faut décider de venir en Israël. Il n'y a plus le côté j'ai de l'euro, je suis fort. Ça, premier point, c'est fini. Le deuxième point, ça dépend de l'audience. Quand vous êtes jeune, oui, ça va peut-être vous faire mal à ceux qui sont parents. Il faut envoyer vos enfants à l'armée. Moi, j'ai fait vivre ça à mes parents. Aujourd'hui, je sais ce que je vais vivre grâce ou à cause de mes enfants, mais c'est comme ça. C'est le meilleur facteur d'intégration. Si ce n'est pas possible de faire l'armée, je l'ai dit tout à l'heure, il y a d'autres systèmes pour s'intégrer dans la société israélienne et comprendre le mental israélien. Il n'y a pas que... Exactement. Il n'y a pas que le high-tech. Moi, je suis parlé du high-tech parce qu'on parle du high-tech, c'est mon métier. Voilà, on parle d'ici, on parle de ça. Maintenant, évidemment, on peut réussir dans plein d'autres choses où l'ivrite, où l'anglais est beaucoup moins relevant, il est beaucoup moins important. Ça, c'est clair. Et monsieur Weitman, je vais vous dédouaner parce que c'est moi qui ai monté le casting. Donc, si vous devez vous en prendre, c'est à moi. On va lever la séance et on va vous inviter à déjeuner ou au Kinor, ou là où vous voulez. Il y a des restaurants partout autour. Et on se retrouve ici à 14h. Merci.